Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Nous sommes là pour ce conseil municipal du 14 novembre. Avant toute chose, nous allons faire l'appel. Rudy Boss. Elman Christelle. Présente. Demetz Véronique. Présente. Durand Christophe. Pardon. Lemayou Éric. Présent. Pochet Agnès. Présent. Espagnol Xavier. Présent. Fournier Perusini Valérie absente. Donné procuration Madame Melman. Semblanca Marcel. Présent. Albertini Sophie. Présent. Barthe Frédéric. Présent. Cazot Stéphane. Boy Dimitri. Présent. Kofi Samuel. Présent. Je fais signer, c'est celle-là que je fais signer? Je fais pas signer? Ok. Bien, avant toute chose, deux éléments. Le premier, c'est je vous demande l'autorisation de bien vouloir rajouter à l'ordre du jour du présent conseil municipal une délibération concernant le PLUI et le transfert de la compétence PLU au Murtin Agglo. Vous savez que dans le cadre de la compétence PLU, il est possible pour les collectivités locales de transférer cette compétence à l'agglomération. Nombre de PLUI ont été mis en place en France. S'agissant du Murtin Agglo, des réflexions sont en cours et nous vous proposons de refuser le transfert de cette compétence au Murtin Agglo. Et donc je vous propose qu'on mette, on délibérera après sur le transfert, mais qu'on mette cette délibération au vote. Est-ce que vous en êtes d'accord? Y a-t-il des oppositions? Très bien, je vous remercie. Nous en délibérerons donc tout à l'heure. Premier élément, je vous remercie de bien vouloir faire une minute de silence pour l'assassinat de Samuel Paty qui a eu lieu au mois d'octobre. Donc je vous remercie de vous lever. Nous allons procéder à une minute de silence. Bien, je vous remercie. Nous allons donc procéder aux différentes délibérations. Délibération point 1 concernant le SDEG et la rénovation de 2 points lumineux. Christophe, je te laisse... Alors, il y en a un, c'est le lotissement communal, du côté de M. Barthes, le second, par contre, c'est les lanternes routières numéro 170 et 281. Alors, Marilyn? Ah oui, il y a le plan là. Alors, il y en a un lotissement et l'autre... Alors effectivement, il y en a un, c'est impasse des... Alors il y en a un ici. Alors l'autre, c'est oui, c'est au lotissement communal. C'est l'impasse des Coricots et l'autre, c'est marqué partout sauf l'adresse. Ouais. Donc, c'est l'avenue des Tournesols. C'est avenue des Tournesols, voilà. Au niveau du rond-point. donc,
C'est ça. Donc c'est le remplacement de ces deux candélabres. Donc pose et 2 lanternes routières à technologie LED. Donc la part restant à la commune de 501 € et pour un montant total de travaux de 2 477 €. Le SDEC prenant à sa charge 1 586 €. Ils récupéreront la TVA, bien évidemment. Bien, y a-t-il des questions? Alors, je pense qu'évidemment, on va poursuivre la rénovation, mais je t'avoue que l'éclairage public, aujourd'hui, ça ne fait pas partie des priorités. Il y a d'autres priorités sur la commune en termes de rénovation, et donc on va peut-être faire autre chose que l'éclairage public à ce jour. On va rénover au fur et à mesure des besoins, des demandes et des casses ou des problèmes techniques, mais en termes de rénovation, on a bien d'autres sujets, notamment sur les bâtiments. Donc on va d'abord s'attaquer aux bâtiments communaux et particulièrement à l'école avant d'aller sur ces réparations-là qui sont quand même d'un coût assez conséquent pour la commune. Oui, peut-être, mais aujourd'hui, tu sais, les amortissements sur la rénovation énergétique, ils ne sont pas si clairs que ça. Mais pour autant, de toute façon, il faudra qu'on le fasse pour se mettre à la fois en conformité avec les besoins au fur et à mesure des casses et en même temps pour avoir une vision quand même de rénovation durable. Alors le SIAS, tiens, puisque je peux être à la fois directrice... Ah, on va voter. On vote sur le SDEG. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Ah oui, j'ai oublié la secrétaire de séance. Merci Marilyn. Qui veut être secrétaire de séance? Y a-t-il des volontaires? Madame Albertini, je vous remercie. Deuxième délibération, donc c'est le SIAS, puisque officiellement je peux être à la fois directrice générale du SIAS et maire. Je propose, nous devons approuver le rapport d'activité du SIAS. Christelle, je te propose d'évoquer ce rapport d'activité. Alors, actuellement, le SIAS, qui est le syndicat intercommunal d'action sociale, et c'est un rapport qui n'a suscité aucune observation et qui propose donc aujourd'hui de faire en sorte que les communes puissent participer de manière, on va dire, assez conséquente au financement, notamment pour nos aînés, les personnes en difficulté, les personnes nécessiteuses. Donc on va certainement solliciter toutes les communes, le CERS va solliciter toutes les communes par rapport à cet engouement, enfin du moins à cette problématique aujourd'hui de baisse des financements, pour pouvoir pallier aux besoins aujourd'hui de nos aînés et des prestataires. Pardon ? Merci. C'est bon ? C'est bon ? Ouais. Bon, à moins qu'il y ait des questions spécifiques sur le SIAS, on va être bien armés pour pouvoir vous répondre. Y a-t-il des questions spécifiques sur le SIAS ? Oui, Madame Albertini. Ça veut dire qu'il y a une baisse de subventions publiques, c'est ça ? Non, alors en fait, sur le SIAS, effectivement, le rapport d'activité est un rapport que pour tous les syndicats intercommunaux mixtes fermés, ce qui était une précision importante dans la capacité à exercer ou pas. Pour les syndicats mixtes fermés, il est indispensable tous les ans d'envoyer les rapports d'activité à l'ensemble des membres des membres associés, si tu veux. Donc le rapport d'activité, il y a un côté un peu formel des choses. Par contre, effectivement, comme l'a dit fort justement Christelle, dans les années à venir et les mois à venir, effectivement, la difficulté de ces syndicats mixtes à poursuivre leurs activités va se poser, et particulièrement au SIAS, compte tenu de l'augmentation importante du nombre de nos aînés et des difficultés des collectivités à boucler leur budget. Donc on est en cours de révision du modèle financier
du SIAS. Et évidemment, à un moment donné, on se retournera vers les communes membres pour dire, pour mieux accompagner financièrement le SIAS. Ça, c'est une évidence. Y a-t-il des questions ou pas? Pas de questions, donc on met au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Accueil d'une personne volontaire en service civique. Rudy, tu veux nous en dire un mot? Ou tu veux que je le présente? On avait évoqué lors du dernier conseil municipal, nous recherchons un service civique pour répondre à un double critère. Un critère d'éveil à la nature vis-à-vis du environnement, un recensement de biodiversité, de balisage des chemins, et un critère social, c'est-à-dire que par les temps qu'on vit, c'est permettre à un jeune ou une jeune d'accompagner et d'être accompagné dans ce sens-là. Donc là, on a besoin en fait simplement d'avoir une délib. Il y a une petite coquille dans la note de synthèse. Je vous prie de nous excuser. C'est de novembre 2018, mais c'était novembre 2020. Si les conditions sont réunies, on souhaiterait que ce service civique démarre en janvier, mais les certitudes sont faibles en ce moment. Merci Rudy. Y a-t-il des questions? Bien, qui... Moi, juste pour rappeler un peu ce service civique, il a un statut quand même assez particulier, donc c'est pas un salarié, c'est bien bénévole. Les relations qu'il peut avoir avec la structure qui l'accueille, c'est plus une relation de subordination et de coopération, donc c'est pas un salarié. Les tâches qui lui sont, les missions que vous allez lui donner, c'est déjà sur l'arrêté, mais on aimerait que ce soit un peu plus détaillé, les missions, si c'est possible. Derrière, il faudrait qu'il y ait un tuteur, c'est une obligation, il me semble, sur le service civique. Le tuteur l'accompagnera sur le projet qu'il peut avoir. À savoir que le service civique, quand le volontaire sera dans le service civique, tout autre revenu, que ce soit le RSA, le chômage, est arrêté. Donc, moi, pour nous, c'est quand même quelque chose qui cache un peu la misère du chômage et les vacances de poste qu'il peut y avoir en général. Je ne dis pas que vous allez faire ça, mais pour nous, il y a d'autres contrats qui sont possibles de faire pour un jeune. Juste, ce serait bien donc de préciser les missions, les contenus, les formations proposées aux jeunes qui pourra faire des civiques, s'il peut y en avoir un. Et voilà, après vous n'avez pas de jeunes qui ont déjà postulé. Alors je réponds point par point, Ouais. parce que tu poses plusieurs questions. Les missions détaillées, alors il s'agit d'une note de synthèse, mais j'ai rempli en personne le dossier, c'est très détaillé. Très détaillé. Mais si on met tout, ça prendrait 4 ou 5 pages. En termes de tuteur, bien entendu, c'est prévu. Sinon, ça n'aurait pas de sens parce que, encore une fois, le dossier est très détaillé. Tout ce que tu me dis, bien sûr que je le sais. Il faut remplir des tonnes et des tonnes de papier, bien détailler l'émission, bien détailler comment le papa, bien détailler et comment la personne vient en complément. Et pas pour pallier. Donc effectivement, il s'agit d'une mission destinée à lancer des jeunes dans la vie active. Ce n'est pas pour substituer au chômage. Ce n'est pas un complément. C'est créer une mission complète, bien définie, avec un accompagnement bien défini, avec des étapes bien définies. Et en termes de formation, je t'invite à consulter peut-être le service civique, mais il y a des formations qui sont déjà prévues.
S'agissant de la lutte contre le chômage, il ne vous a pas échappé qu'on était à la Masquère et qu'on essaie de faire ce qu'on peut, mais on ne peut pas s'attaquer à l'ensemble de la lutte contre la précarité aujourd'hui en France. On a bien compte tenu de d'où on vient les uns et les autres ici, on a bien conscience de la précarité de ces dispositifs et en même temps aussi de leur opportunité à la fois pour la commune et à la fois pour les jeunes. Pourquoi ? Parce que pour les jeunes, c'est aussi un tremplin pour accéder à des missions et accéder à la connaissance d'un milieu professionnel. Et pour la commune, c'est la capacité qu'elle va avoir de mettre à disposition, notamment de l'école, une personne qui sera là pour accompagner davantage les équipes pédagogiques sur l'ouverture à la nature et l'environnement. Donc on est bien d'accord que ce sont tous ces dispositifs, que ce soit les services civiques, les PEC et tout ce qui va avec aujourd'hui, ne sont pas des dispositifs que personnellement je trouve absolument miraculeux. Pour moi, l'important c'est effectivement d'aller vers des dispositifs qui soient plus pérennes et plus respectueux des droits et devoirs de l'ensemble des salariés. Cependant, compte tenu de la situation dans laquelle on est et compte tenu des dispositifs existants, la commune se doit de les utiliser aussi chaque fois qu'il y va de son intérêt, tout en respectant parfaitement le statut qui est impliqué par ce dispositif. Bien. Y a-t-il d'autres questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Ah pardon. Alors, abstention, une abstention. Ok. Qui est contre ? Je vous remercie. Donc, délibération suivante, dénomination de deux noms de rue, de deux lotissements. Donc on a pour le lotissement Cantalbos, le chef de projet nous a proposé impasse Cantalbos et aussi au niveau chemin de la Bizarre a été proposé impasse Clos de la Bizarre. Y a-t-il des questions à ce sujet ? Impasse Cantalbos. Y a-t-il des questions ? Non. Bien, qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Création du marché de plein vent. Donc, Alors, il y a deux choses. Il y a l'approbation du règlement du marché. Il y a la création et l'approbation du règlement de marché. Donc, je vous rappelle l'historique. Nous avions envisagé pendant la campagne municipale de proposer au Lamasquérois un marché après le travail de certains auprès de commerçants qui pouvaient être intéressés. Nous avons pu ouvrir le marché. Rapidement après notre investiture. Aujourd'hui, ce marché fonctionne extrêmement bien. Pour preuve, au départ, nous étions partis sur quelque chose qui peut-être ne marcherait pas pendant l'hiver, et à ce jour, les commerçants souhaitent continuer puisqu'on a une fréquentation qui est extrêmement intéressante, un panier moyen qui l'est tout autant. Et certains me disaient hier soir encore tout l'intérêt qu'ils trouvaient à ce marché. Nous avons même aussi une petite renommée, entre guillemets, qui commence à se faire, puisque nous avons des demandes très très régulières sur l'implantation du marché. Je vous rappelle également que complètement dans la philosophie qui est la nôtre, nous avions sollicité l'ensemble des commerçants de la commune pour savoir s'ils souhaitaient participer à ce marché et dans quelle mesure ils pouvaient le faire. Certains l'ont fait, d'autres pas. On se réserve le droit de laisser venir, quand ils le souhaitent, les commerçants de la commune. Cependant, il nous revient bien évidemment, comme toute commune, de poser un règlement du marché afin d'avoir quand même un vade-mecum qui permette aux commerçants de savoir où ils habitent et nous d'avoir une réglementation sur laquelle s'appuyer en cas de difficulté. Donc, vous avez pu lire le règlement qui a été posé. Un abonnement a été un prix
a été défini avec un droit de place, avec un tarif qui est applicable de 30 €, avec un raccordement électrique, ou 18 € sans raccordement au trimestre. Nous parlons au trimestre. Donc, je vous invite à adopter ou pas ce règlement. Y a-t-il des questions ? L'article 3 prévoit juste que ce marché se passe sur le parking de l'école. Donc nous, on pense que ça peut être trop restrictif pour des raisons quelconques. Vous ne pouvez pas les déplacer si vous ne pouvez pas le faire sur le parking, vous ne pouvez pas le déplacer. Je pense qu'il faut assouplir cet article-là, c'est-à-dire qu'il est sur le parking, c'est un bon, il est bien placé pour le vendredi, mais pour quelconque, si vous devez le déplacer, c'est parti de l'intérieur. On pourra le déplacer via un arrêté du maire qui déplacera temporairement le marché. On l'a mis en face de l'école parce que c'est l'endroit le plus passant de la commune et donc c'est celui qui a le plus d'intérêt pour les habitants. Donc on le laissera comme ça et si on a besoin, on prendra un arrêté du maire pour déplacer le marché temporairement. Autre remarque ? Bien, on le soumet donc au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Une abstention. Ah pardon, 3 abstentions. Ok. 2 ou 3 ? 3 abstentions. Mettez-vous d'accord, hein ? Et qui est pour ? Je demanderai donc de lever la main. Merci. Donc le reste. Ok, approbation du règlement intérieur de la médiathèque. Le règlement intérieur de la médiathèque, le dernier datait de 2003, donc il avait une certaine ancienneté, pour pas dire une certaine obsolescence. Donc il était indispensable bien évidemment de revoir le règlement intérieur de la médiathèque. Le règlement intérieur tel qu'il a été posé ne modifie en rien le fonctionnement de la médiathèque actuelle, simplement il pose des règles sur l'organisation et le fonctionnement, de manière encore une fois à pouvoir avoir des règles sur lesquelles s'appuyer en cas de difficulté ou de questionnement. On pose bien évidemment on propose les conditions d'accès, de consultation, etc., etc. Donc la question du coût de l'inscription a été posée et nous sommes restés aux 2 € pour la première inscription pour une durée illimitée comme c'était le cas. L'accessibilité à la culture fait partie des orientations principales que nous avons souhaité donner à ce mandat, donc il était bien normal de rester sur ces éléments. Y a-t-il des questions ? Vont continuer à la fin du confinement, est-ce que ça va pouvoir reprendre puisqu'il est interdit de goûter, il est interdit de faire de la mise sonore. Or, le vendredi après-midi, pour y avoir été quelques fois, elle goûte et il y a de la lumière sonore. Donc, est-ce que vous allez continuer ou pas ? Alors oui, il est interdit de goûter parce que c'est le principe dans les médiathèques, il peut y avoir des dérogations en fonction des événements particuliers. Et les nuisances sonores, je serais ravie d'expliquer aux dames que tu considères que quand elles discutent, elles font des nuisances sonores. Mais il y aura effectivement la poursuite de ces activités-là, dans la mesure où notre volonté est de faire de la médiathèque un lieu central sur la commune. Nous réfléchissons à différents projets qui permettraient de faire de cette médiathèque justement ce lieu, un pivot de la culture. Simplement aujourd'hui, effectivement, on est dans une situation particulière, donc on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, mais dès qu'on le pourra, toutes ces activités-là reprendront et d'autres.
et d'autres, parce que beaucoup de demandes aussi ont émergé sur d'autres activités qui pourraient tout à fait trouver leur place au sein de la médiathèque. Donc, dès qu'on pourra, on refera ces activités-là. Le règlement, je rappelle toujours, je l'ai déjà dit sur d'autres sujets, un règlement est un document un peu formel, souvent très légaliste et assez impersonnel, qui est censé s'appliquer à toutes les situations. On ne rentre pas dans les détails sur le règlement. Par contre, à chaque fois qu'il y a un nouvel événement qui questionne le règlement, on peut prendre des décisions annexes qui permettront d'aller, d'interroger des points particuliers d'un règlement. D'accord ? Oui ? Est-ce que c'est pas possible, pour parler à toute ambiguïté, de mettre sauf des dérogations de l'autorité territoriale? Ça permet d'avoir un peu de souplesse dans le règlement. Vous pouvez répéter, j'ai rien compris. Sauf dérogation de l'autorité territoriale. On peut le rajouter. Ça permet d'avoir un peu de souplesse. On le rajoutera. Merci de cette suggestion. Très bien. Donc, y a-t-il d'autres questions sur le règlement intérieur ? Très bien. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Je vous remercie. La délibération suivante était une décision modificative de finances qui devait venir en complément du budget compte tenu des éléments transmis par l'AGLO au titre de l'AC de fonctionnement, de l'attribution de compensation de fonctionnement. Sauf que nous avons reçu un mail vendredi 13. Alors des fois ça porte malheur, mais parfois c'est positif pour la commune. Vendredi 13 de l'AGLO, nous disant qu'il y avait eu erreur sur les modes de calcul qui avaient présidé à la définition de notre AC. Et du coup, cette décision modificative n'a plus lieu d'être. Donc, elle est annulée. Les projections qui avaient été faites dans le cadre du budget sont les bonnes et nous n'avons pas besoin de prendre une décision modificative de budget. Je vous le dis, voilà. Le dernier point de l'ordre du jour de ce conseil municipal, c'est donc le PLUI. Vous savez qu'avec la loi Allure de 2014 et puis ensuite les lois qui ont suivi en 2017-2019, les lois NOTRe, MAPTAM, etc., il était possible pour les collectivités locales de transférer les PLU, les plans locaux d'urbanisme, aux communautés d'agglo. C'est un mouvement de fond vers lequel on va depuis de nombreuses années, puisque les règles, les compétences d'aménagement du territoire et de développement économique sont exercées par les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les communautés de communes. Dans le droit fil de cette évolution et de cette volonté de la part des décideurs d'avoir une vision qui ne peut se réduire souvent à la commune, le législateur pousse pour mettre en place des PLUI, des plans locaux d'urbanisme intercommunaux. C'est un mouvement de fond, encore une fois, qui a trouvé écho dans certaines régions de France de manière très très importante. Il y a tout un tas de régions où les transferts de PLU ont été faits. Dans notre région, c'est un peu plus tardif. À ce jour, la métropole toulousaine a transféré les communes de la métropole toulousaine ont transféré leur PLU à la métropole. Ce qui veut dire que les règles d'urbanisme ne sont plus posées par les conseillers municipaux, et ce qui veut dire aussi que les documents d'urbanisme ne sont plus, sont toujours signés par le maire, mais ne sont plus instruits par le maire, sont au niveau supra. Donc du coup, la question se pose aussi pour le Murtin-Agglo. On est arrivé à cette question lors de la dernière conférence des maires. Et pour ma part, je considère qu'aujourd'hui, même si l'intérêt d'aller vers une vision intercommunale de l'urbanisme peut avoir du sens compte tenu, alors de par déjà notre taille, on ne peut pas avoir une vision urbanistique uniquement centrée sur notre commune, ça serait une vision trop restrictive et assez peu visionnaire. Mais au-delà de ça, l'intérêt pour notre commune d'avoir une vision élargie n'est pas forcément complètement corrélé avec le fait de devoir transmettre cette compétence à l'agglo. Pour ma part, je considère donc que même si un jour,
probablement on devra y aller. Cela nécessite toute une réflexion en amont, tout un tas d'outils à mettre en place pour l'agglo qui aujourd'hui ne sont pas en place et ne sont pas suffisamment définis pour pouvoir le faire sereinement. C'est pourquoi nous proposons de ne pas transférer, de proposer au vote un refus de transfert de cette compétence PLU à l'agglomération du Muretin. Voilà. Y a-t-il des questions? Ok. Très bien, donc je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde est pour? Je vous remercie. Donc adopté à l'unanimité. Bon, il me semble que vous avez posé un certain nombre de questions. Le projet de création de 2 lotissements, route de Mundas et route de la Fougarouse, était lancé avec le service voirie du Muretin Agglo. Allez-vous poursuivre ces projets, sachant que les études préalables ont été réalisées? Christophe, Ouais. Donc on a demandé les projets à l'AGLO, qui nous les ont transférés, on y travaille dessus, on est en train de s'y pencher, de voir ce qu'on va faire. Voilà. Mais on a tout récupéré, ils sont venus nous voir, on en a discuté à plusieurs reprises. On est en train d'analyser tout ça. Suite à la réponse du... Ça veut dire que peut-être en réflexion, vous n'êtes pas contre les projets-là? On réfléchit. Alors, on réfléchit parce que, de manière générale, le souhait que nous avons, c'est d'avoir une vision urbanistique et qui soit un peu cohérente. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où, compte tenu des premiers échanges qu'on peut avoir avec nos partenaires, quand je parle de partenaires, je pense à l'agglo, mais je pense aussi aux questions d'aménagement et de DevEco. Je pense aussi donc le SCOT et ce qui va avec le SCOT. Je pense aussi aux partenaires que sont ICO. Je pense aussi aux visions d'aménagement qu'on pourrait avoir. L'idée, c'est d'avoir une réflexion qui soit cohérente aussi avec les possibilités de la commune. C'est-à-dire de faire en sorte que le développement urbanistique de la commune se fasse en cohérence avec les possibilités d'accueil. Et normalement, je vous rappelle aussi qu'il y a une cohérence qu'il faut avoir, c'est la cohérence urbanisme-transport. Aujourd'hui, compte tenu de ce que l'on est, l'idée n'est pas de de supprimer la réflexion qui avait eu lieu sur les projets qui avaient été les vôtres auparavant, mais par contre, l'idée c'est de faire en sorte que ces projets s'articulent de manière cohérente. Et je vous avoue que sur certains projets, je n'ai pas encore trouvé la cohérence. Suite à la réponse à notre mail du 9 novembre, vous m'informez que la distribution des masques se fait sur demande des administrés. Pouvez-vous faire une information pour avertir tous les habitants? Oui, on pourrait le faire, mais la volonté, c'est pas d'avertir tous les habitants qui, pour certains, sont déjà largement fournis, c'est de mettre nos moyens sur ceux qui en ont vraiment besoin. Et donc aujourd'hui, ça passe par je l'ai redit lors de la réunion du CCAS la semaine dernière, la volonté de la commune, c'est de vraiment accompagner les personnes qui sont en difficulté. Et je pense que nous en disions 2 mots avant de commencer ce conseil. Je pense que nous allons vers une période où il va y avoir de plus en plus de personnes qui ont réellement des besoins qu'il va falloir aider et ne pas dispenser les besoins à l'ensemble de la population. Quand on regarde les profils socio-démographiques de nos populations, on sait qu'il faut qu'on concentre nos moyens sur ceux qui en ont réellement besoin. Donc c'est pour ça que, par contre, on ne va pas faire une diffusion tous azimuts en disant on a des masques, vous pouvez venir en chercher. Par contre, dès que vous avez, je profite de ce moment pour le dire, y compris à l'opposition, dès que vous avez en connaissance des gens qui ont réellement besoin de masques, qui ont des difficultés à s'en procurer pour des raisons financières ou pour des raisons pratiques, il ne faut pas hésiter à nous les renvoyer. Voilà. Mais on ne va pas faire de diffusion tous azimuts parce qu'il y a des gens qui peuvent tout à fait s'acheter leur masque. Un masque pour une famille de 4 personnes qui travaillent et qui doit le changer 2 fois par jour, ça représente à peu près un budget de 80 € et par mois, ce qui pour certains peut être extrêmement conséquent. Et c'est sur cela qu'on veut mettre nos moyens, c'est pas sur les autres. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas de communication tous azimuts. Par contre, on n'hésite pas à le dire dès qu'on croise du monde.
Et on a aussi distribué des masques gratuitement, enfin gratuitement, de toute façon ils sont gratuits, mais on a distribué des masques à des personnes qui nous le demandaient. Et je vous informe qu'on en a mis aussi, que Christelle en a donné aussi pour l'école, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'enfants qui se retrouvent sans masque à l'école et qu'on se retrouve dans la difficulté de se dire qu'est-ce qu'on fait d'un enfant sans masque, quoi. C'est pas possible. Alors, question suivante. Pourquoi avoir ouvert le parking de l'école sur le marché alors que vous le fermez pour le stationnement ? Pour la simple et bonne raison que, je le disais tout à l'heure, d'abord le parking de l'école est celui qui est le plus en visibilité. Ensuite, les commerçants arrivent en général après l'ouverture, après la fermeture de l'école. En tout cas, il ne reste plus que la LAE, puisqu'en général, ils se mettent en place tard. Et puis le dernier point, c'est que eux, on les connaît. Alors que les parents ou les voitures qui passent à l'heure de l'ouverture, des fermetures, etc., il peut y avoir au milieu des gens qu'on ne connaît pas. Les commerçants sont largement identifiés et identifiables, ce qui n'est pas le cas de toutes les voitures qui passent au moment de l'ouverture et de la fermeture des écoles. Le dernier point, c'est qu'ils ont aussi besoin de travailler et on a besoin de se nourrir. Donc le marché fait partie des éléments qui sont extrêmement importants à la fois pour la vie de la commune, mais pour la vie de nos administrés et pour les commerçants qui y viennent. Donc du coup, c'est pour ça que nous avons souhaité maintenir ce marché. Et pour avoir échangé avec la gendarmerie à ce sujet-là, on échange beaucoup avec la gendarmerie. On est vraiment très en lien avec la gendarmerie. Ils ont été là les 2 matins de suite de la rentrée. Et je les en remercie d'ailleurs très officiellement parce que ça nous a permis de vraiment montrer aux parents qu'on était attentifs à leur sécurité et que la gendarmerie de Seyss aussi. Pour avoir échangé avec eux, le maintien du marché à cet endroit-là n'est absolument pas un souci. Ça n'est pas la même chose que l'ensemble des voitures qui peuvent circuler le matin. Je rappelle à ce propos qu'il faut vraiment rappeler régulièrement aux parents la nécessité de respecter ces règles-là. C'est par la sécurité, par le respect des règles de sécurité par chacun que l'on arrivera à juguler ces fléaux qui sont absolument dramatiques. Une petite précision. On a aussi appliqué strictement les règles qui ont été communiquées, c'est-à-dire qu'il n'y a que les commerçants alimentaires. Tous les autres ne sont pas présents. Une étude sur le pluvial du lotissement petit. Juste pour amener une autre réflexion sur la question 3. Je j'entends ce que tu dis, sauf que l'arrêté, l'article 3 de l'arrêté ou l'article 1 de l'arrêté, donc tu as fait un arrêté sur la fermeture du parking. Donc quand tu t'as appelé au téléphone, tu n'as pas dit que tu avais signé un arrêté. Donc tu allais voir l'arrêté, l'article 1, il interdit tout véhicule de stationner sur le parking. Oui, mais on est bien d'accord qu'on ne parlait pas des marchés, on est bien d'accord qu'on parle de l'école. Donc il y a une nuance, effectivement. La nuance, c'est l'arrêté, c'est l'arrêté. Donc il faut modifier juste l'arrêté. On le fera. Je te remercie de ces précisions juridiques. Merci. Une étude sur le pluvial. Il n'y a pas d'autres questions là-dessus ? Une étude sur le pluvial du lotissement Le Petit Pierre avait été faite avec les services du Civomsage. Avez-vous des informations sur le scénario retenu ? Donc, juste pour information, on a du mal à avoir Mme Martineau. Donc, j'ai réussi à avoir un rendez-vous la semaine prochaine à 8h30. Elle vient en mairie nouveau pour avancer sur le sujet parce que bon, je l'ai relancé plusieurs fois. Et bon, là, elle est en congé, mais j'ai quand même réussi à avoir un rendez-vous. Alors, en général, les techniciens du Civom, on arrive à avoir des bons contacts avec eux, de bien travailler. Sauf que Mme Martineau, elle est très gentille. C'est que moi aussi j'ai du mal à faire avancer ce dossier-là. Le seul moyen de faire avancer ce dossier, c'est quand tu l'as appelé, tu lui as envoyé des mails, c'est bien, c'est en conseil syndical de poser une question. D'accord. Dès que la question est posée à conseil syndical, ça va aller un peu plus. Non, mais moi je la vois la semaine prochaine, on va la voir et on va mettre la pression pour que ça avance. Parce que je sais que ça traîne depuis l'année dernière, cette histoire. Ça fait que traîner, normalement les travaux auraient dû être faits, au moins commencer, ou la mairie, c'est soit nous, soit vous, de dire tel scénario on fera. Mais alors là, ce qu'elle nous a expliqué, c'est qu'il y avait d'autres travaux qui devaient être faits et le montant n'était pas pareil. Donc je lui dis qu'il y avait
devis qui avait été fait et que bon, je ne verrais pas pourquoi ça changerait. Et surtout, je ne sais pas si je l'avais dit, si on a payé encore le passage de caméra, si on a payé 2 fois ou pas? On n'a pas payé. Ça, il faut être attentif. S'ils nous font repayer le passage de caméra et un repérage, il faut pas le payer. Non, mais je prends des notes, Stéphane. Bien, dans les éléments, cette séance étant filmée, je profite de ce moment pour vous faire part du fait que la protestation électorale qui avait été faite par Dimitri Boy, ici présent, et Samuel Kofi, c'est pas Kofi Annan, on n'est pas dans le même, on n'est pas à l'ONU. Samuel Kofi a été rejeté. Je me félicite de cette décision qui prouve que les services que j'avais vérifiés et bien vérifiés, que les services de la préfecture avaient bien fait leur travail et que le juge n'a fait qu'entériner un arrêt du Conseil d'État qui avait été posé il y a bien longtemps. Donc, je suis ravie d'avoir été maintenue dans mes fonctions de maire et de directrice générale. Bien, y a-t-il d'autres points à l'ordre du jour? L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Je vous remercie.